Stellantis est en chute libre. L'action a perdu plus de 60%. Le groupe est en train de perdre des parts de marché qui sont juste démentielles. Ils sont en train de se faire haïr par tout le monde. Tout le monde se débarrasse de cette action. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il y a cet acharnement. Est-ce que cette baisse des prix est justifiée par le marché? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va commencer directement dans le vif du sujet. Allez, on commence donc l'analyse de Stellantis. Donc comme on peut le voir ici, donc on a vraiment eu une baisse de prix qui est assez conséquente, qui est assez profonde. On passe de 24 dollars à 8 dollars, enfin euros pardon. Donc on peut le voir que voilà, l'entreprise, enfin le groupe a assez bien souffert. On va voir ici également l'EBITDA, donc l'EBITDA est en chute libre également. On voit également que les revenus suivent la même tendance que l'EBITDA. On a également la marge brute qui dégringole également en chute libre. On va voir ici la marge nette également qui baisse d'un coup. On voit également que les dividendes diminuent drastiquement, c'est normal parce que si l'entreprise ne fait plus de bénéfices, ça va être compliqué de distribuer des dividendes. Comme on peut le voir ici, donc les dividendes ont quasiment disparu. On voit ici que le capex donc les investissements sur le revenu augmentent, mais c'est normal vu que le revenu diminue. Donc si ils investissent de la même manière tout le temps, mais que les revenus diminuent, ce ratio-là va augmenter. On voit également ici que le tangible book, donc on voit que bon, ça augmente, mais ce n'est pas assez significatif parce que on va voir juste après avec le bilan et les rapports financiers de l'entreprise. On voit ici que le PER, le PER, all médiane, elle est plus ou moins 3,8. Ici, il est à 4,6. Bon, l'entreprise est plus ou moins valorisée à sa juste valeur comparé à ce qu'elle a eu. Maintenant, bon, on n'a pas non plus beaucoup d'historique dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais faire en fait à la base une analyse quantitative dessus, mais ici, on n'a pas assez d'historique pour ça. Donc, hop, voilà. Et on va voir ici les free cash flow. Donc, on voit qu'ils sont négatifs. Donc, ça, c'est plutôt mauvais signe, hein. Idéalement, on doit avoir des free cash flow qui augmentent et donc qui soient en fait déjà positifs, mais idéalement qui augmentent. Voilà, donc maintenant qu'on a un petit peu vu rapidement les ratios financiers, donc vu un petit peu, fait un petit état des lieux du revenu, de l'action, de la valorisation, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'il s'est passé pour avoir ce type de news. Alors on va voir les news récentes, les plus récentes actuellement. Donc comme on peut le voir ici, donc Moody's a abaissé la note de Stellantis au vu en fait du marché difficile. Donc l'agence Moody's, c'est une agence de notation, donc elle a baissé sa note donc de Stellantis. Donc ça c'est généralement mauvais signe quand ça arrive. Généralement Moody's analyse la solvabilité de l'entreprise et quand l'entreprise n'est plus en bonne posture pour rembourser ses créanciers, alors à ce moment-là, elle abaisse la note. Donc généralement, quand Moody's abaisse la note, c'est plutôt mauvais signe parce qu'ils ont détecté que l'entreprise était en mauvaise posture, était devenue moins solide, moins résiliente à une certaine baisse. On voit également ici que Stellantis, donc l'italien, file sa position donc, pour remplacer Carlos Tavares. Donc Carlos Tavares étant en fait l'ancien PDG de Stellantis. En fait, on a vraiment un changement donc, de PDG parce que justement Carlos Tavares a démissionné de son poste de PDG. Donc ici, il va pour se faire remplacer par un nouveau PDG. Donc ça peut être un argument de plus pour pourquoi pas se dire que l'action peut augmenter. Peut-être qu'avec avec un nouveau PDG qui va mieux gérer, prendre des meilleures décisions, le groupe peut reprendre du poil de la bête. On va voir ça ensemble. On voit également ici que Stellantis va supprimer plus de 200 postes en Italie. Donc le constructeur automobile Stellantis, donc Fiat, Peugeot, etc., va proposer un plan de départ volontaire allant jusqu'à 200 postes dans son usine Termoli en Italie. Ça c'est vraiment le 8 mai, donc tu vois que c'est vraiment récent ici, on est le 10 mai.
quand je tourne cette vidéo. Donc comme tu peux le voir, bon, c'est vraiment des news qui sont assez négatives. Donc on comprend un petit peu la baisse en fait qu'il y a derrière Stellantis. Hein. Si on a justement des news comme ça négatives, ces news-là vont agrémenter en fait la baisse. Les gens vont avoir de plus en plus peur. Et vu que les gens vont avoir de plus en plus peur, vont avoir également des réticences à travailler aussi avec Stellantis, à également acheter, à commander chez eux. Et donc on va encore une fois avoir de plus en plus de difficultés à ce que Stellantis rembourse ses créanciers. Et donc ça fait vraiment un effet boule de neige. Et à la fin, bon, on se retrouve avec une entreprise qui devient de plus en plus faible et qui se retrouve dans une mauvaise posture. Donc quand on a ce genre de news qui vient un petit peu abraser la confiance des investisseurs, il faut faire très attention parce que ça peut aller très vite et une mauvaise news sur une mauvaise news sur une mauvaise news, ben ça peut vraiment faire baisser le cours de l'action et donc la confiance des investisseurs envers le groupe Stellantis. Donc pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, on va essayer de bien comprendre ce que c'est donc Stellantis. Donc on voit qu'ici c'est une entreprise donc, qui détient, enfin un groupe pardon, qui détient 14 marques automobiles. On voit que ça a été présenté par Dare Forward en 2030, un plan global qui ouvre la voie d'une transformation complète de Stellantis vers une tech compagnie de mobilité durable. Et générant justement donc de la valeur pour toutes les parties prenantes. Donc on voit ici qu'ils essayent, Stellantis essaye de se tourner non pas vers un constructeur automobile hein, qui permet justement de regrouper plusieurs constructeurs, plusieurs marques pour bénéficier justement d'échelle, d'économie d'échelle. On voit qu'ici ils se tournent vraiment vers une compagnie tech sur la mobilité durable. Donc on voit qu'ici c'est vraiment, on a vraiment un changement en fait de stratégie de Stellantis. Et donc quand on peut le voir ici, donc ils sont vraiment donc dans la conduite autonome des véhicules connectés, des véhicules électriques, électrifiés, pardon, mobilité partagée, les véhicules d'occasion, etc., etc. Donc on voit qu'ici ils essayent vraiment de se tourner vers une entreprise, vers une mobilité durable, une mobilité électrique portée justement sur l'électrique et beaucoup plus intelligente. Donc le groupe Stellantis est composé de plusieurs marques automobiles qui sont très connues, notamment en Europe, en France. Hein, donc Abarth, Alfa Romeo, qui sont des marques plutôt italiennes. Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobile, Fiat, Jeep, Lancia, etc., etc., Opel, Peugeot. Donc on voit que ça regroupe en fait plusieurs entreprises automobiles. Que ce soit en Italie, que ce soit également aux États-Unis. Donc on voit qu'avec RAM, Chrysler, etc., c'est vraiment des marques qui sont beaucoup plus, Dodge également, qui sont beaucoup plus présentes aux États-Unis. Et donc on voit ici un petit peu l'implication que Stellantis a également à l'étranger. Donc ce qui est intéressant ici de comprendre, c'est de voir quels sont les derniers résultats obtenus de Stellantis et ce que eux disent justement sur l'état de Stellantis, sur les commandes effectuées à l'étranger. Parce que comme on a pu le voir actuellement, on a un gros problème avec les droits de douane de Trump qui vont être effectifs d'ici 2 mois maintenant, parce que le temps avance, et donc voilà, le temps est vraiment compresse la prise de décision pour Stellantis, et donc ça les pousse justement à faire très attention à ça. Et donc on va voir ici, on va vraiment se plonger dans le bilan financier et les rapports trimestriels de Stellantis pour voir eux ce qu'ils disent sur ça justement. Juste avant de continuer, pour recevoir ma watchlist du mois de mai, n'hésite pas à aller juste en bas, c'est totalement gratuit. Je t'ai mis une liste d'actions de watchlist qui sont extrêmement intéressants, où mes modèles statistiques économétriques et de machine learning ont clignoté dans le vert, donc c'est vraiment le crème de la crème pour le mois de mai. Je te mets tout ça dans la description, c'est totalement gratuit. Tu peux cliquer et tu vas directement le recevoir sur ta boîte mail. Voilà, ça se trouve juste en bas. Allez, nous on continue ici la vidéo.
Donc voilà, ici on est sur le rapport trimestriel de Stellantis, donc Q1 2025, et on va voir un petit peu l'impact que ça a. Alors, je ne vais pas directement tout lire, je l'ai déjà lu, je vais directement aller à l'essentiel, comme on peut le voir ici. Donc, Stellantis, son core business, vraiment là où ils sont le plus présents, c'est en Europe et aux États-Unis. Et donc, on voit vraiment que c'est les deux continents sur lesquels ils sont le plus présents. Okay. De là, on va voir également donc les commandes consolidées du groupe. On voit que ici, Combined Shipment, on voit que en 2024, donc Q1 2024, on le compare au Q1 2025, on voit qu'ici, les commandes effectuées sont en baisse. Donc on voit qu'ici, il y a une réduction de 10% des commandes. Encore une fois, une réduction des commandes, ça se traduit par le fait qu'il y a une demande qui est moins importante pour les marques qui constituent le groupe Stellantis. On voit également ici que, encore une fois, on est en baisse sur donc les deux continents, que ce soit donc États-Unis ou Europe. Donc il y a une baisse de commandes et en l'occurrence de demandes pour Stellantis. On voit également que les revenus nets en milliards diminuent également. Donc on passe de 41,7 milliards en Q1 2024 à 35,8 en Q1 2025. On voit que ça représente une baisse de 14% comparé aux 2 années. Donc on voit ici qu'on a des commandes consolidées qui diminuent de 9% et des net revenus, donc les revenus nets qui diminuent également de 14%. Ici, ils disent que c'est principalement dû à des volumes assez bas, volume de production, mais également dû à une demande qui est beaucoup moins importante en général pour les entreprises qui sont consolidées au sein du groupe Stellantis. Donc on voit également ici, donc ça c'est très important à comprendre, surtout ici avec ce qui se passe avec Trump et les barrières à l'entrée, les tarifs douanières, pardon. On voit que vraiment le continent, les deux continents vraiment les plus importants pour Stellantis, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe. On a un revenu net de 14,4 milliards aux États-Unis du Nord et de 13,6 milliards en Europe. Ici, ça représente une part de marché de 7,1% aux États-Unis. Donc le groupe Stellantis représente une part de marché de 7,1% aux États-Unis et en Europe de 17,3%. Okay. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a une diminution au niveau de la part de marché de Stellantis. Okay. Donc on voit ici par exemple, voilà, market shares, on voit qu'on a une diminution de la part de marché au niveau du groupe Stellantis. Donc Stellantis perd vraiment des parts de marché face à ses concurrents. Et là, c'est à ce moment-là vraiment que j'aimerais te dire pourquoi. Là, on a plus ou moins cerné un petit peu l'entreprise. On comprend le problème, le contexte, la problématique de cette baisse. Et ici, j'aimerais vraiment introduire mon avis et te dire pourquoi est-ce qu'on connaît justement cette baisse et comment est-ce qu'on peut remédier. Pour moi, vraiment, le point problématique avec Stellantis, c'est cet article ou cette directive qui nous vient de l'Europe. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette directive qui change totalement la donne pour Stellantis. C'est vraiment cette directive qui fait couler l'entreprise. Tout savoir sur l'interdiction de l'Union européenne concernant la vente de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2035. À partir de 2035, la vente de nouveaux véhicules
avec un carburant de essence ou diesel sera interdit. Okay. C'est-à-dire qu'on pourra revendre par exemple des voitures que l'on a d'occasion, mais les grands groupes ne pourront plus revendre de voitures à essence ou diesel neuves à partir de 2035. 2035, c'est demain. 2035, c'est dans même pas 10 ans. 10 ans, ça passe hyper vite. Et donc, baser tout l'espoir des investisseurs qui se basent donc sur Stellantis, ils ont une vision à long terme. Ici, justement, à partir de 2035, les groupes ne pourront plus revendre de voitures essence ou diesel. Or, je vous rappelle que l'Europe, majoritairement, est reconnue pour un savoir-faire. Elle a un certain savoir-faire pour les moteurs thermiques. Elle a beaucoup d'avance. C'est vraiment un savoir-faire qui est inégalé. L'Europe a vraiment ce savoir-faire-là avec les voitures allemandes, avec les voitures françaises. Donc, sont très très fortes, très pointues, très technologiques quand il s'agit de proposer des moteurs thermiques, essence et diesel. C'est les leaders du marché dans ce secteur. L'Europe est vraiment a un certain savoir-faire sur les moteurs thermiques. Le problème en mettant justement cette interdiction-là, c'est qu'on bloque, on bride le savoir-faire européen et donc on a une nouvelle concurrence qui commence à émerger. Et la concurrence vient d'où? Quelles sont les entreprises ou quelles sont la partie ou globe du monde, quelles sont la partie du monde où vraiment ils ont un certain savoir-faire sur l'électrique et sur les batteries? C'est l'Asie. Et le souci en faisant ça, c'est que l'Europe se tire en fait une balle dans le pied. C'est-à-dire que vraiment, elle coupe la racine en fait aux entreprises européennes qui, eux, ont vraiment un savoir-faire ancestral sur les moteurs thermiques pour favoriser les entreprises asiatiques qui, eux, arrivent avec un savoir-faire qui est beaucoup plus élevé que ceux en Europe sur l'électrique, avec les batteries et avec toutes les capacités qui viennent avec. Et donc, c'est vraiment un problème, en fait, au niveau de la législation. Si une entreprise, aujourd'hui, a un certain savoir-faire qui se base sur des centaines d'années en arrière, et qu'on lui dit du jour au lendemain, dans 10 ans, tu ne pourras plus revendre, tu ne pourras plus vendre, en fait, de voitures, eh bien, on a justement de l'autre côté l'intégralité des autres entreprises qui, eux, viennent d'Asie, qui ont un plus gros savoir-faire. C'est-à-dire qu'eux, ils ont exactement le même savoir-faire que ce qu'on a en Europe pour le thermique, mais pour l'électrique. Et donc, d'office, ça favorise beaucoup plus les entreprises chinoises, asiatiques, qui, eux, proposent vraiment des voitures électriques à faible coût, avec un savoir-faire qui est inégalé. Et le souci, il est là. C'est qu'aujourd'hui, Stellantis est une bonne entreprise à part entière. Okay, elle est bien gérée. En soi, le vrai problème, c'est la demande qui émane justement du marché. Mais cette demande-là est régie par les législations européennes. Si les législations européennes ne sont pas en adéquation et vont défavoriser, par exemple, les personnes qui achètent des voitures thermiques, d'office, ça aura un impact sur les entreprises qui proposent des voitures thermiques en Europe. Et pour moi, il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, avec cette directive européenne, on pénalise l'Europe pour favoriser l'Asie. Et en plus de ça, pour couronner le tout, on a également les tarifs douanières de Trump qui nous dit justement que on va avoir des taxes qui seront beaucoup plus élevées via les importations et exportations qui sont faites avec les États-Unis. Or, on l'a bien vu juste avant que les États-Unis représentent en fait la plus grande partie en termes de chiffre d'affaires absolu de Stellantis. Et encore une fois, ça rajoute une barrière supplémentaire pour Stellantis. Et donc on voit que toutes ces news-là et la conjecture économique de Stellantis et de l'Europe en général bride la croissance de Stellantis. On voit, comme on a vu au début, que Stellantis essaye de plutôt se rediriger vers une entreprise plus technologique, plus électrique, de développer justement ce savoir-faire. Mais quand tu as une industrie
qui datent depuis des dizaines et des dizaines d'années, même des centaines d'années, qui sont très pointilleux dans le domaine de l'électrique. Comment est-ce que tu veux concurrencer avec eux en moins de 10 ans? C'est impossible de rattraper tout le retard qu'on a accumulé sur l'électrique et de le rattraper en même pas 10 ans. Les Asiatiques, ils étaient là depuis des centaines d'années. Ils travaillaient déjà sur cette technologie. Pendant que nous, on était également là, mais on faisait du thermique. C'est ça le problème. C'est pour ça que honnêtement, pour moi, je n'investis pas dans Stellantis. Pour moi, c'est une entreprise qui peut bien entendu monter, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que le pari, en tout cas la conjoncture économique de l'Europe, ne favorise pas le développement de Stellantis et donc je ne peux pas m'aligner en investissant sur Stellantis tant que elles ont justement ces réglementations européennes qui planent sur eux. C'est vraiment une clé Damoclès qui se retrouve au-dessus de Stellantis. Et ça, vraiment, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais vraiment, pour moi, le problème, il est là de Stellantis. Et donc aujourd'hui, si tu veux investir sur cette entreprise, il faut également tenir ça en compte. Des directives qui planent sur Stellantis. Ok, donc ça, c'est vraiment super important que tu le prennes en compte dans ta stratégie d'investissement. Stellantis peut bien entendu monter dans le futur ou quoi que ce soit, mais il y a trop de problèmes au niveau conjoncturel, au niveau de demande globale du marché. Et sur ça, c'est très compliqué justement d'investir. Maintenant, si tu veux avoir plus de détails sur quelles sont les actions qui sont vraiment intéressantes à acheter en temps de crise, parce qu'on entend souvent qu'ici, justement, on a une crise qui va arriver, etc. Si tu veux te protéger sur cette crise, il y a vraiment des types d'actions qui ne sont pas très connues du grand public, qui sont extrêmement intéressantes de se pencher dessus et pourquoi pas d'acheter. Il y a même des ETF sur ces types et ces classes d'actions. Et pour ça, je te propose de regarder l'une de mes dernières vidéos que j'ai fait sur la récession 2025 et comment bien se protéger pour vraiment protéger ton patrimoine d'une potentielle crise qui arrivera dans le futur. Allez, je te mets la vidéo juste ici autour. Tu peux continuer maintenant et regarder cette nouvelle vidéo. C'était Nadir, on se retrouve tout de suite dans l'autre vidéo.